Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier, donc le directeur de l'Office de tourisme communautaire Pyrénées-de-Vallée. Je suis accompagné de Quentin, le chargé digital. Donc, on va commencer ce second webinaire sensibilisation au numérique euh, avec Ronan Chardonneau qui va nous parler des analytics et de Matomo Analytics. Pour placer un peu l'historique, Ronan Chardonneau, c'est un accompagnateur de l'Office de tourisme Pyrénées-de-Vallée. Donc, nous avons eu recours à ses services qui sont excellents. Et justement, nous avons eu l'idée de monter ce séminaire avec lui pour sensibiliser les socioprofessionnels sur les analytics qu'on utilise de plus en plus, quand on a besoin, comme on l'a vu avec précédemment avec Laura Blanchard sur les leviers web marketing, on a besoin de ces données analytiques qui nous permettent de déterminer, par exemple, des personas, qui nous permettent de déterminer un positionnement produit à partir des analyses de données clients. Voilà, donc Ronan Chardonneau va nous définir ce que c'est, va nous parler de Matomo. Moi, je voudrais aussi situer ces rendez-vous du numérique qui sont financés en grande partie, qui sont financés grâce le POCTEFA, en grande partie par le POCTEFA, qui est un programme, le programme POCTEFA, qui permet, c'est un programme de coopération territoriale entre 3 pays des Pyrénées que sont Andorre, Espagne et France, et le projet POCTEFA-Bussal qui nous concerne directement, qui est la coopération entre le Sobrarbe et les vallées d'Or et du Louron, dans un projet de coopération à la fois pour développer l'économie, le tourisme et la culture entre nos 2 zones frontalières, dans une destination unique que nous appelons destination Bussal. Voilà. Donc, le programme POCTEFA nous aide et nous finance à 65% ces rendez-vous du numérique, et le reste, c'est la communauté de communes Orlouron. Voilà pour l'introduction. Moi, je ne vais pas pouvoir assister à ce webinaire parce que j'ai une réunion qui m'attend à 18h15. Je vais lancer Ronan, je vais laisser Ronan se présenter. Si cela vous intéresse, voilà, il va faire cette sensibilisation, cette formation aujourd'hui. Si ça vous intéresse plus, vous allez recevoir après ce webinaire un message à avis client. Si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, on pourra aussi aller plus loin, on pourra vous accompagner, l'OTC pourra vous accompagner avec Ronan pour une autre formation un peu plus poussée sur Matomo Analytics. Voilà. Je vous remercie et je laisse la place à Ronan de se présenter et de commencer son intervention. Bonne séance. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Quentin, merci beaucoup à vous toutes et tous qui assistez du coup qui prenez de votre temps pour assister du coup à ce webinaire donc qui va démarrer là maintenant et qui ira jusqu'à 19h30. Alors je vais directement vous partager mon écran parce que j'ai préparé des diapositives, des exemples concrets. N'hésitez pas aussi à tout moment à utiliser le chat, ou voire même, je ne sais pas si vous pouvez directement utiliser le microphone et interagir avec moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire, je répondrai à toutes les questions bien volontiers. Bon, même si elles sortent un petit peu du scope de l'intervention ici, peut-être que je peux aider sur 2-3 petites choses. Alors voilà, le webinaire, c'est le suivant. Que sont les analytics? Comment et pourquoi migrer de Google Analytics vers Matomo? Comme vous pouvez le voir, on va d'abord un petit peu plus expliquer que sont les analytics, pourquoi on parle d'analytics et comment ça peut vous aider, on va dire, au quotidien dans votre activité. Et puis surtout, derrière, on va surtout voir quelles sont les contraintes aujourd'hui d'utiliser l'outil le plus utilisé, on va dire, dans l'univers de l'analytics, sur les sites en tout cas, qui est Google Analytics, et pourquoi il est intéressant en fait de migrer vers Matomo, sachant que bon, l'objectif non plus de ce webinaire, c'est pas de dire qu'avec Google Analytics, il y a des catastrophes, hein, c'est de vous dire surtout quelles sont les choses à connaître si vous utilisez Google Analytics, quelles sont les choses à connaître si vous utilisez Matomo, et quelles sont les choses à connaître si vous utilisez naturellement les 2 solutions. Alors, le contexte du webinaire, c'est pour moi, il y a 3 parties. Il y a vraiment comprendre à quoi servent les solutions en analyse d'audience. C'est un petit peu ça qu'on sous-entend par les analytics. Suivre la notion d'évolution réglementaire, ça aussi c'est important parce que vous avez probablement entendu parler du RGPD. Vous avez peut-être un peu moins entendu parler du e-privacy, mais peut-être que l'e-privacy, vous l'avez vu souvent dans les infolettres, newsletters.
Donc, c'est ce qui est arrivé après le RGPD et qui correspond en fait spécifiquement à l'application du RGPD dans le cas d'utilisation d'analytics, on va dire. Plus précisément, les solutions analyse d'audience, c'est tout ce qui permet de dépôt de cookies et publicité en ligne. On va parler de ça. Et puis derrière, je ferai plus un focus sur Matomo Analytics, sans compter naturellement tout ce qui est questions-réponses, hein, c'est compris aussi dans cette intervention. Je considère qu'aujourd'hui, le public, on est plus en face d'un public, alors moi j'appelle ça gestionnaire, webmaster, des personnes qui ne sont pas forcément des développeurs, ont des fonctions en développement web, mais qui sont amenés à travailler avec un site web ou avec un système d'information, plus en tant qu'utilisateur. Voilà ce que j'englobe dans le profil communication, gestionnaire, marketing et rédaction web, donc plus des profils qui sont amenés à interagir avec une interface graphique qui montre de la donnée et pas forcément d'ailleurs des personnes qui sont en mesure de déployer du code directement au sein même des sites web, même si vous avez des questions par rapport à ça, je veux dire implémentation technique, n'hésitez pas à me les poser dans le chat ou même en direct et j'y répondrai volontiers. Nous sommes ensemble donc, pour 1h30 de manière approximative. Alors, il y a quand même pas mal de contenu. Généralement, je ne suis pas trop avare en termes de diffusion de connaissances, tout simplement parce que mon métier, c'est la formation et également parce que je suis enseignant-chercheur à l'IAE d'Angers. Donc, je forme des profils en communication digitale, marketing digital. Et voilà, mon truc, c'est vraiment d'arriver à creuser des choses qui sont plutôt techniques, d'arriver à les vulgariser, les démocratiser pour les mettre à disposition des personnes qui sont plus sur des interfaces utilisateurs, de manière à pouvoir les rassurer, qui sont capables derrière de pouvoir effectuer des actions de référencement naturel, des actions de community management, des actions en analyse d'audience, etc. etc. Si certains et certaines d'entre vous assistent à ce webinaire pour Matomo spécifiquement, sachez qu'aujourd'hui, je suis on va dire, le sous-traitant en gros le plus utilisé, on va dire le plus sollicité par l'équipe de Matomo, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour eux pendant près de 2 ans. Donc c'est une entreprise, en tout cas les principaux contributeurs du logiciel sont basés en Nouvelle-Zélande. Donc pendant 2 ans, j'ai pu travailler avec eux à distance depuis la France et voilà pourquoi j'ai des liens qui sont très forts avec eux et fait qu'aujourd'hui ils me sous-traitent en fait une grande partie du marché. Donc les clients sont à la fois des très grandes institutions, hein, les grandes institutions européennes, les grandes administrations publiques telles que des régions, des collectivités territoriales, des villes, mais également plus des entreprises privées, plus en mode start-up. Voilà, également des commissions en vie privée, donc alors pas la CNIL spécifiquement, mais l'équivalent de la CNIL au Canada, en Suisse. Voilà typiquement la typologie de clients que je suis amené à former. Tout à l'heure, Olivier a parlé justement de formation. Donc, il est vrai que j'interviens directement auprès des structures, mais j'ai aussi déployé différentes plateformes en ligne gratuites qui vous permettent d'ailleurs de pouvoir vous éduquer, vous auto-former. Donc là, naturellement, c'est vous vous auto-formez. Donc là, je n'ai pas de temps à vous consacrer, mais les ressources sont là, aussi bien vidéo qu'en termes d'exercice que de contenu textuel. Et je libère en fait tous les cours que moi je dispense à la faculté en fait dans une plateforme qui s'appelle la Floss Marketing School. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il y a un enregistrement vidéo, donc vous pourrez revoir ces fameux liens. Si vous souhaitez que je les rajoute à la fois dans le chat, je le ferai volontiers. Et j'ai l'habitude du coup d'intervenir dans des webinaires, dans des conférences. Donc le programme, alors je regarde vite fait dans le chat s'il y a quelques petites questions. Alors, pas de questions pour le moment, n'hésitez pas. Donc vraiment, il y aura 3 temps qui sont à quoi servent les analytics, les évolutions juridiques dans l'univers de l'analytics, présentation de Matomo Analytics, et on clôturera vraiment par des questions-réponses. Donc l'idée que je puisse justement vous apporter directement un accompagnement ou vous orienter vers la bonne ressource d'information, ou vous orienter vers le bon nom, de manière à ce que vous puissiez peut-être rapidement répondre à des problématiques pour lesquelles vous veniez assister à ce webinaire. Il est 18h14, je vais peut-être laisser une petite pause de 1 minute jusqu'à 18h15 pour voir si vous avez des éventuelles questions avant de démarrer ce webinaire. Donc ces questions, ça pourrait très bien être est-ce que vous avez parlé de telle chose? Est-ce que voilà. Je vous laisse quelques minutes en face de votre ordinateur pour justement éventuellement écrire quelques questions. Donc je regarde à la fois le chat, à la fois la partie questions-réponses et si je ne vois rien, à 18h15 pile, je démarre.
Alors, je vois que Jean-François vient d'écrire. N'hésitez pas, du coup, Jean-François. Bonsoir à vous. N'hésitez pas à poser directement votre question. Je vais du coup décaler et dire 18h16 pour que chacun ait le temps de taper éventuellement une question si vous en avez. Ok. Bon, bah écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il y a de questions pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas, hein, je regarderai de temps à autre du coup le chat pour pouvoir répondre directement aux éventuelles questions. Alors, la première partie, mais qui est vraiment ici à titre d'introduction, je vais aller très rapidement là-dessus. À quoi servent les analytics? Romain, Oui. si je peux me permettre de te couper, il y a Jean-François qui a posé sa question, finalement. Je ne sais pas Ah, si tu l'as super. vu. Non, 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 je pense que c'est une question de, de petit délai. Alors, donc la question de Jean-François est la suivante. Je suis hébergeur et je possède un site web. Comment utiliser l'analytics et à quoi cela peut-il me servir? Alors ici, hébergeur, je ne suis pas sûr de savoir, enfin malheureusement dans ma tête à moi, hébergeur, j'entends hébergeur de site web, mais je ne pense pas qu'à mon avis c'est le contexte, tu me Si je confirmes? peux me permettre de te couper, je pense que c'est hébergeur de touristique. Donc, Ok, certainement, ce monsieur a voilà, un d'accord. hébergement touristique. Ok. Excuse-moi pour justement cette incompréhension. Alors, je vous dis pourquoi j'ai compris la question dans son sens, c'est que justement Matomo est une solution qui permet de pouvoir l'héberger sur ses propres serveurs lorsqu'on est une agence ou lorsqu'on est une entreprise de services informatiques et qui permet d'ailleurs de développer tout un modèle d'affaires d'ailleurs. Donc souvent on me pose la question en disant ok, j'ai à disposition des serveurs et je souhaite arriver à développer toute une activité, on va dire économique autour de Matomo. Et voilà pourquoi je suis en train de prendre la question du mauvais côté. Donc voilà, je suis hébergeur, j'ai un site web. Comment utiliser l'analytics et à quoi cela peut-il me servir? C'est très simple. C'est l'analytics, on va en parler en fait dans la première partie. C'est ce qui va permettre de savoir si le site web que vous avez conçu, est-ce qu'il atteint la finalité que vous en attendiez. Donc on va imaginer voilà, que vous proposez de l'hébergement, je ne sais pas moi, une chambre d'hôte ou un hôtel ou toute autre activité, on va dire, d'hébergement d'individus. Ok. Vous avez votre activité, j'ai envie de dire classique, celle en mode physique que vous maîtrisez très bien. Et à côté de ça, il y a le site qui peut-être est arrivé, lui, dans un second temps, c'est-à-dire au moment du développement, on va dire, d'Internet, du web, on va dire en général, et du développement numérique, on va dire en France. Et fait que du coup, ce fameux site web, aujourd'hui, les personnes ont l'habitude naturellement maintenant peut-être d'aller plus dessus que ce qu'ils faisaient par le passé, où ils vous connaissaient, où ils avaient entendu parler de vous par des intermédiaires ou par des guides papier ou autre chose. Du coup, ce site-là représente un petit peu vous le savez bien, l'équivalent de votre gîte physique, mais en mode virtuel. Et en fait, l'idée des analytics, c'est vraiment de mettre en place je vais appeler ça moi des sondes, ou on appelle ça aussi des traceurs ou des marqueurs, c'est-à-dire des endroits dans votre site qui vont servir à collecter le comportement des utilisateurs et de savoir s'ils utilisent bien au final votre site de la manière dont vous auriez attendu. Du coup, dans votre cas de figure, j'imagine que votre site a pour finalité qu'une personne réserve du coup une chambre ou en tout cas réserve une prestation. Et en fait, peut-être que pour vous, ça vous paraît instinctif, en fait, ce que la personne va faire. Donc, elle va débarquer sur le site, elle va cliquer ici, elle va soit mettre sa carte bancaire, soit vous appeler directement, soit passer par une centrale de réservation ou autre. Mais en fait, il faut imaginer que nous, en tant que, parce que moi aussi j'ai ma propre entreprise, on est probablement les dernières personnes qui vont aller au final acheter un service chez nous. Donc, on va dire, on est d'une certaine façon les plus mauvais juges pour savoir si notre site il est de qualité ou pas. Et ce que permet de faire justement les analytics, c'est tout ça. C'est en fait mesurer ce que font les personnes, les individus sur notre site, de manière à nous dire si en fait notre site agit de la manière dont on attendrait que les personnes agissent. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'on va collecter des données pour d'ailleurs améliorer en fait l'existence de notre site, donc identifier des choses qui ne vont pas de manière à avoir plus de personnes qui vont
prendre des prestations de services chez nous. Donc, on peut imaginer aujourd'hui la situation suivante. Donc, je prends justement le cas de Jean-François. On a, par exemple, aujourd'hui sur le site, j'ai envie de dire, voilà, 1000 visiteurs par jour, hein, 1000 visiteurs par jour. Mais de manière surprenante, lorsque Jean-François regarde du coup ces fameuses visites dans son outil statistique, de collecte de données ou autre, bah, bizarrement, il n'y a que 4 personnes qui ont commandé, qui ont réservé quelque chose. Donc à partir de là, Jean-François a commencé à se poser des questions et se dire, bah non, mais en fait, comment c'est possible? Il y avait 1000 personnes qui étaient potentiellement intéressées par ce que je propose, et comment ça se fait que derrière, il n'y en a que 4? Bon, en fait, c'est justement ce qui va permettre de faire les analytics, c'est de vous remonter tout un paquet de données qui va vous expliquer, qui va vous mettre en gros sur la route de parmi ces 996 qu'on aurait potentiellement pu convertir, on appelle ça de la conversion dans l'univers de l'analytics, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils servent à ça en fait les analytics. Vous avez, alors là j'ai mis 3 grandes solutions qui sont probablement les plus connues, même si aujourd'hui moi je vais vous parler d'une autre, mais vous avez Google Analytics qui est probablement déjà mis sur vos sites. Alors quand je dis probablement, soit c'est vous-même qui en avez entendu parler, qui l'avez mis, soit parfois c'est quand on a un site, on peut parfois le prendre chez un tiers, et ce tiers automatiquement intègre Google Analytics. Donc ça dépend hein, des différents services qu'on utilise. Donc voilà à quoi ça ressemble. On est sur ce qu'on appelle de la donnée quantitative, c'est-à-dire que tout visiteur qui débarque sur votre site, bon, ça c'est si vous ne respectez pas la loi, mais j'en reparle un petit peu plus tard, mais en gros, normalement, toute personne qui vient sur votre site va avoir son comportement qui va être mesuré et analysé. Donc après, par comportement, ça dépend naturellement du nombre de trackers que vous mettez en place. Là, on part un petit peu plus dans le code. Donc, je ne vais peut-être pas trop détailler là maintenant, mais on peut collecter, en fait, on peut mesurer tout ce qu'on veut sur un site web à partir du moment où on a la main sur ce qu'on appelle le code source, c'est-à-dire la façon dont le site est codé. Donc voilà, en gros, c'est à ça que servent justement des outils d'analyse d'audience, c'est justement de mesurer le comportement des utilisateurs sur le site, combien de fois ils regardent vos pages, est-ce qu'ils ont cliqué sur tel bouton, est-ce qu'ils sont allés voir l'information qu'en bas de page, est-ce qu'ils ont passé la souris au-dessus de votre numéro de téléphone, est-ce que certains ont cliqué sur le numéro de téléphone, est-ce qu'ils ont rempli un formulaire, est-ce qu'ils ont hésité à remplir un formulaire, par quel biais ils sont venus, donc est-ce qu'ils sont venus par l'intermédiaire de l'Office de tourisme Pyrénées-de-Vallée parce qu'ils ont écrit un article sur votre établissement, ou est-ce qu'au contraire c'est venu par l'intermédiaire d'un article qui a été publié dans Le Monde ou dans un quotidien local, est-ce qu'ils sont venus par l'intermédiaire d'un QR code qui a été flashé et qui a fait rediriger vers votre site? Voilà, c'est à ça que servent, on va dire, les solutions d'analyse d'audience qu'on voit ici et qui sont là dans un cas de figure représenté par Google Analytics. Vous avez ensuite d'autres solutions analytics que vous connaissez bien également et dont vous avez l'habitude hein, dans le secteur du tourisme, qui vont être les solutions d'analyse de données qualitatives, alors qui historiquement avaient justement un rôle en mode papier. Donc, je ne sais pas, typiquement, on allait dans une chambre d'hôtel, on avait toujours cette fameuse fiche à remplir qui disait, OK, qu'est-ce que vous avez apprécié dans notre résidence? Et c'est pareil aussi souvent quand on allait à l'accueil et qu'on terminait de payer, on avait aussi ces fiches-là. Aujourd'hui, ça se dématérialise un petit peu plus. On a souvent le cas, je crois, avec tout ce qui est booking.com ou autre énorme plateforme de réservation. En fait, ils vous envoient l'équivalent de ces questionnaires de satisfaction, mais plus par email. Ensuite, ça redirige vers leur site. Là, par exemple, j'ai mis Google Forms, mais il existe naturellement plein d'autres solutions qui permettent comme ça de mettre en place des solutions analytiques sur votre site et qui vous permettent d'ailleurs de pouvoir créer en fait des formulaires de satisfaction et ensuite vous les envoyez à vos clients soit par email, soit vous pouvez aussi d'ailleurs les faire agir avec des solutions d'analyse d'audience telles que celle-ci. En fonction du comportement qu'ils ont sur le site, vous leur mettez justement une fenêtre qui leur dit OK, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions parce qu'on a identifié que vous étiez déjà venu sur notre établissement. Donc voilà une enquête pour savoir, par exemple, pourquoi vous ne venez plus, en tout cas pourquoi vous hésitez à réserver. Est-ce que c'est parce qu'on ne propose pas assez de disponibilité? Est-ce que c'est parce que justement on n'est pas assez proche d'un événement qui est organisé dans la région? Enfin bref, voilà, ça c'est à ça que servent du coup les études qualitatives, donc savoir réellement ce que pense la personne, puisque là, quand on met une sonde, par exemple avec Google Analytics, on ne sait pas réellement ce que pense la personne. En fait, on analyse tout un ensemble de données, on fait des hypothèses, on imagine que c'est parce qu'on a plus de personnes qui viennent sur le site qu'on est populaire ou qu'on est mieux référencé, mais en réalité, ça, on ne le sait pas. On ne le sait qu'à partir du moment où on pose réellement la question à l'utilisateur, comment vous nous avez connus et d'ailleurs pourquoi vous êtes venu sur le site aujourd'hui.
Et puis à côté, on a une troisième grande catégorie de solutions d'analyse de données qui sont en plus ici l'analyse de la concurrence. Donc là, on a une solution que vous connaissez peut-être qui s'appelle SCMrush, qui, elle, permet justement d'estimer le trafic qu'a vos concurrents. Donc, c'est-à-dire, on va dire, un hôtel équivalent à taille équivalente ou un gîte à taille équivalente ou une chambre d'hôte à taille équivalente, de manière justement à estimer leur trafic. Alors ça se base sur les données qui viennent directement de la régie publicitaire de Google et qui permettent d'ailleurs de savoir si avoir 1000 visites, 2000 visites par jour, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En fait, c'est bien ou c'est pas bien, on le sait qu'à partir du moment où on a une idée de ce que font les concurrents, et à partir de là, on sait si on a potentiellement plus de trafic, donc potentiellement plus de clients. Après, il existe d'autres solutions, typiquement société.com et d'une certaine manière une autre base de données, puisque de par le chiffre d'affaires d'un de vos concurrents, vous pouvez aussi savoir si son activité se porte bien ou non. Mais vis-à-vis de SEMrush, c'est vrai que là, on est directement sur web. Donc voilà, les analytics, c'est quoi? C'est des solutions de collecte de données qui vous aident d'ailleurs à améliorer en fait votre site web en prenant des décisions. Ça, c'est un petit peu le résumé justement de cette première partie que sont les analytics. C'est vraiment toutes ces solutions-là que je vous présente n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où vous prenez des décisions par rapport à ces dernières. Vous faites une enquête de satisfaction. Si on vous dit qu'aujourd'hui, ce qui ne va pas au sein de votre établissement, c'est que, je ne sais pas, par exemple, pour le site web, on n'arrive pas à l'utiliser parce que, je ne sais pas, sur mobile, par exemple, il n'est pas affiché correctement. Il va de soi que vous allez pouvoir améliorer votre site qu'à partir du moment où vous allez pouvoir fournir une expérience sur mobile qui va être meilleure pour vos utilisateurs. De la même manière, ici, quand on analyse les données qui viennent d'une solution d'analyse d'audience, là, c'est pareil. Si on vous indique que, par exemple, le taux de rebond, qui représente le nombre de personnes qui arrivent et qui repartent directement de votre site, là, il va de soi que si le taux de rebond est extrêmement élevé et que vous ne faites rien pour corriger le tir, c'est-à-dire vous ne faites rien pour faire que votre site soit plus interactif, en mettant des boutons, par exemple, qui sont plus visibles, en expliquant clairement à l'utilisateur quelle est la prochaine action qu'il faut faire, il est clair et net que les statistiques ne vont pas s'améliorer. Vous pouvez toujours encourager des courbes pour qu'elles augmentent, mais la réalité, c'est si elles augmentent, probablement c'est lié à un facteur autre, qui va être peut-être une saisonnalité ou autre chose, mais quand vous allez comparer d'autres plages de dates, vous allez probablement voir que votre site, en termes de performance, reste plutôt stable, voire même se dégrade parce que les technologies évoluent et vos concurrents vont probablement, eux, arriver à s'améliorer. Donc vraiment à retenir, qu'est-ce que sont les analytics? Ce sont des données que vous pouvez collecter via différents systèmes d'information. Je vais vous en présenter un en particulier, je vais vous en expliquer principalement aussi les raisons pour lesquelles je l'utilise. Qui vous permettent d'ailleurs de pouvoir prendre des décisions sur la base de l'analyse que vous allez en faire. Il n'y a pas nécessairement besoin d'ailleurs d'avoir fait, je sais pas, un doctorat ou quoi que ce soit pour analyser ces données. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Le plus important, c'est vraiment d'ailleurs de mettre en place des actions. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes se passent de ces fameux systèmes, c'est qu'en fait, ils prennent des décisions sur la base de leur instinct personnel, qui est d'une certaine manière un système d'information en tant que tel. Mais l'idée de ces solutions-là dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez des solutions en plus que vous pouvez rajouter sur votre instinct personnel qui, là, permettent de vous conforter dans vos choix, dans vos prises de décision. Voilà, c'était la fin de la première partie. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, Jean-François nous pose une question qui est la suivante. J'utilise Google Search Console pour mesurer l'activité de mon site. Alors, la Google Search Console, qu'est-ce que c'est? C'est aussi d'une certaine façon une solution aussi je ne vais pas vraiment dire en analyse d'audience, mais c'est une solution de collecte de données qui, elle, se base sur ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, on va dire le positionnement de votre site dans les résultats de Google. C'est une des bases de données de loin les plus intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elle concerne le principal apporteur de trafic sur votre site. Donc, il est clair et net qu'à partir du moment où vous analysez ce qui se passe sur cet outil-là, qui s'appelle la Google Search Console, qui est un outil qui est gratuit et qui vous est mis à disposition par Google, à partir du moment où vous indiquez que vous êtes propriétaire de votre site, va vous permettre de pouvoir en effet améliorer votre principal apporteur de trafic. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce que ne fait pas justement cet outil qui est la Search Console. Donc la Search Console vous remonte en fait toutes les données qui se passent
cette page-là, en fait. Hop, là, je vais le faire comme ça. Ça, c'est juste pour vous expliquer en fait un petit peu la différence entre la Search Console et moi, les outils que je vais vous montrer. La Search Console, ça vous montre simplement ce qui se passe sur Git. Je vais mettre Git Aquitaine pour l'attaque. En gros, il vous remonte simplement les données qui ont lieu sur cette page-là, en fait. En fait, c'est les données de la solution d'analyse d'audience de Google. Mais ça ne vous indique pas, en fait, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne débarque sur le fameux site ici, sur le site ici, gitdefrance.com. Il ne vous indique pas, en fait, comment les gens, qu'est-ce qu'on fait les gens sur votre site. Donc, on est vraiment sur un autre type de base de données. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie numéro 1 sur la partie, voilà, à quoi servent les analytics? Je pense que c'est plutôt clair, enfin, de mon point de vue, hein, naturellement, c'est moi qui parle. Non, pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant passer au volet numéro 2, qui est les évolutions juridiques. Alors ça, c'est un point qui est, selon moi, c'est important. Aujourd'hui, si vous consultez un site web, vous verrez que, alors là, j'ai pris directement les parts de marché qui viennent de deux sources d'information. Il y en a plusieurs, mais c'est souvent les deux sources d'information qu'on utilise le plus hein, dans l'univers de l'analytics. Là, c'est W3 Tech qui fait des stats au niveau mondial, et là, c'est Bullwith qui fait plus des stats, lui, au niveau des pays. À chaque fois, ça concorde plutôt bien. Si on regarde les données à une échelle assez globale. Donc, en gros, là, ça dit quoi? Ça dit qu'au niveau mondial, il y a 34,8% des solutions de sites web qui n'utilisent pas de solution d'analyse d'audience. Donc, ça nous laisse 65% de part de marché pour... ça veut dire qu'il y a 65% des sites au niveau mondial qui sont équipés d'une solution d'analyse d'audience, donc plus d'un site sur deux. Et parmi, du coup, ce marché-là, justement, 55,5% est dominé par Google. C'est-à-dire qu'en gros, Google écrase quasiment tout avec sa solution que je montrais il y a quelques minutes, qui est Google Analytics. C'est pareil du coup au niveau français. Hein. Si on regarde ici au niveau de la France, 40% des sites en France sont équipés avec Google Analytics. Donc on a une grosse dominance de Google Analytics, quasiment près de 50%, on va dire, des sites, en tout cas en France, sont équipés avec cette technologie-là. Après, vous avez ici le détail des autres petites solutions. Celle que je vais vous présenter, c'est celle-ci, Matomo, pour une bonne raison. Mais ce qui se passe, c'est que l'utilisation de cette fameuse solution qui s'appelle Google Analytics est encadrée depuis 2011. Alors, quand on dit encadré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, a mis des responsabilités, des obligations que les gestionnaires de sites web doivent respecter pour pouvoir utiliser ces dernières. Alors, pour vous, ça veut dire plusieurs choses. Alors, en tant que consommateur, c'est des choses que vous avez tous découvertes. C'est les fameux bandeaux qui arrivent à on va dire, ne plus savoir qu'en faire, qui disent à chaque fois est-ce que vous acceptez, est-ce que vous refusez, qu'on refuse très souvent de lire, parce que ce n'est pas des choses qui nous passionnent. On dit souvent soit tout accepter, soit tout refuser. Et en fait, ce que dit justement ces fameux bandeaux d'information, c'est OK, on a des traceurs qui sont mis en place, donc on a ces fameuses solutions qui sont mises en place sur les sites. Est-ce que vous acceptez qu'elles soient déployées? Et depuis 2011, il faut savoir que pour pouvoir avoir l'autorisation d'utiliser ces fameuses solutions, on appelle on va mettre soit sous l'appellation de nom de cookie, soit sous nom de traceur, on doit avoir le consentement de l'utilisateur. Okay, donc ça, c'était la loi sur les cookies en 2011. Entre 2011 et 2018, on va dire, la CNIL essaye de faire son travail d'éducation, de prévention. Ça ne marche pas trop parce qu'au final, c'est toujours une histoire d'argent. C'est-à-dire, tant qu'on ne sanctionne pas, de toute façon, il ne se passe rien. Donc au final, les marketeurs, je dirais, les personnes qui sont en communication, elles s'en fichent. Elles s'y intéressent, c'est la donnée, parce que la donnée permet de prendre de meilleures décisions. Donc, on va dire, on continue à avoir une utilisation abusive de ces solutions-là, dont Google Analytics. En 2018 arrive le RGPD, dont vous avez probablement entendu parler, qui lui introduit vraiment la notion d'amende, okay, qui dit que si vous enfreignez du coup une des règles du RGPD, c'est 4% du chiffre d'affaires que potentiellement vous pouvez avoir en termes d'amende. Ce qui se passe surtout, c'est qu'en 2021,
là, il y a ce qu'on appelle la e-privacy. Donc là, vous avez peut-être un peu moins entendu parler, qui dit, OK, il y a le RGPD, c'est une chose qui est en fait le traitement de la donnée personnelle au sens large, et la e-privacy, c'est vraiment, OK, sur toute la notion de données personnelles, on va sortir une réglementation qui va être spécifique pour l'utilisation on va dire, des solutions d'analyse d'audience et tout ce qui va tourner autour de la publicité digitale sur Internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la e-privacy est du coup adoptée ou en tout cas mise en application par la CNIL, là, il parle clairement de sanctions pécuniaires pour des personnes qui utiliseraient sans avoir le consentement préalable des utilisateurs, une solution Google Analytics, okay, ou une solution que l'utilisateur, pour lequel l'utilisateur aurait dû avoir donné son consentement pour être traqué. Pour faire simple, vous n'avez pas le droit d'être mesuré, votre comportement n'a pas le droit d'être analysé en fait tant que vous n'avez pas donné votre accord. Alors aujourd'hui, vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces informations directement sur le site de la CNIL. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un site web, que vous mettez une de ces fameuses solutions sur votre site, vous devez d'obtenir au préalable le consentement de l'utilisateur, sans quoi vous exposez à 2 risques majeurs. Alors, le premier, c'est une amende. Je ne sais plus à combien elle est l'amende. Il y a cette histoire en effet de 4% du chiffre d'affaires, mais je crois que je me demande si ce n'est pas 750 € à vérifier à nouveau là, sur le site de la CNIL. Je pense que vous avez peu de chances d'avoir des sanctions pécuniaires, tout simplement parce que la CNIL s'intéresse avant tout aux gros poissons, on va dire aux gros sites. C'est ceux que vous découvrez. Par exemple, la dernière fois, je suis allé sur le site de Darty. Alors, ce n'était pas spécifiquement du coup lié aux données personnelles, mais plus sur des pratiques trompeuses ou ce genre de choses. Vous savez, vous avez un énorme bandeau qui dit tel jour, le tribunal de commerce a décidé, ou le tribunal a décidé que... voilà. Donc, généralement, ils vont plus aller taper sur les gros acteurs, justement, en titre d'exemple. En revanche, ce à quoi vous vous exposez, c'est plus ça, là. C'est ce que j'ai mis juste en dessous. Alors, l'exemple date 13 avril 2018. Tiens, je ne sais pas pourquoi il m'a mis quelque chose d'aussi... je n'ai pas dû regarder la date, mais si vous tapez sur Twitter, par exemple, CNIL, vous verrez souvent des personnes qui vont du coup analyser les sites web, voir que Google Analytics ou une autre solution a été utilisée sans leur consentement, parce que c'est des choses qu'on voit assez rapidement lorsqu'on est dans le métier, lorsqu'on regarde justement les fameux cookies qui sont mis sur le navigateur. Et là, d'ailleurs, vous pouvez vous retrouver d'une certaine façon sur la place publique à devoir vous justifier sur les réseaux sociaux parce que vous utilisez de façon abusive l'utilisation de ces fameuses solutions. Et là, ça peut nuire à l'image de votre structure et ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est surtout là-dessus où il faut faire très attention. Donc, en résumé, si vous utilisez ces fameuses solutions, vous devez respecter la loi. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende. Alors ça, je vous ai dit, c'est quand même peu de chance parce que la CNIL est vraiment sur une démarche à chaque fois d'éducation et honnêtement, ils ont très généralement d'autres chats à fouetter ou alors ils vont peut-être plus chercher des infractions en termes de données personnelles qui sont peut-être beaucoup plus intrusives, genre par exemple une revente de boîtes de listes d'adresses email à des tiers, ce genre de choses. En revanche, cette notion de dégradation de votre image, elle peut être assez impactante, elle peut être assez ça peut être assez violent, d'accord? Donc, autant plutôt bien faire les choses de manière à ce que vous n'ayez pas de soucis par rapport à ça. Si vous respectez la loi, c'est-à-dire si vous mettez ces fameuses solutions en analyse d'audience, telles que Google Analytics, et que vous respectez la loi, c'est-à-dire que vous demandez explicitement le consentement de l'utilisateur, là, ce qui se passe, c'est que naturellement, vous perdez des données. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez Google Analytics et que vous respectez la loi, peu de gens vont quand même dire oui, j'accepte que les données me concernent soient collectées. Souvent, ils ont plutôt tendance à dire je ne m'accepte pas. Donc, à partir de là, quelles sont les alternatives qui s'offrent à vous? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la CNIL dit qu'il y a des solutions autres que Google Analytics qui peuvent être exemptées de consentement. Et c'est justement là où moi, je peux venir vous introduire à une solution qui s'appelle Matomo Analytics, qui, elle, est exemptée de consentement et vous permet justement de collecter les données sur les personnes qui viennent sur votre site et vous permettre du coup par la suite de pouvoir
de pouvoir l'améliorer. Alors, je vois qu'il est déjà là 18h40 et il faut que je vous parle de Matomo, etc. Là, je vous ai mis du coup sur cette diapositive les nouvelles directives, en tout cas les nouvelles consignes que la CNIL donne pour pouvoir être exempté. Si parmi vous, il y a des personnes qui utilisaient déjà Matomo et ont besoin de savoir en fait quelles sont les mises à jour qui ont été effectuées avec la mise en place de la e-privacy, puisque sous le RGPD, il y avait déjà des choses à faire pour être exempté, mais avec la e-privacy, il y a des nouvelles choses à faire pour être exempté. Et vous avez ici justement la liste des différentes choses à savoir. Alors, je pense qu'à votre niveau, ce qui est surtout intéressant de comprendre, c'est la première ligne. C'est que lorsqu'on est éditeur de logiciels, donc en analyse d'audience, exemple Google Analytics, exemple Matomo, exemple AT Internet, exemple Facebook, tous ceux qui fournissent justement des solutions d'analyse d'audience, ils n'ont pas le droit en fait d'utiliser les données collectées pour leur propre compte. C'est ça qui fait que Google Analytics, Facebook, qu'est-ce qu'il y en a d'autre, Amazon, n'importe quel de ces acteurs-là en fait ne pourra jamais en France normalement être exempté de consentement, puisqu'en fait ce que font ces entreprises-là, c'est qu'elles mettent à votre disposition un logiciel qui semble gratuit, mais c'est parce que derrière elles vont exploiter ces données-là, donc les données de vos visiteurs, pour derrière les utiliser à des fins publicitaires, soit pour eux directement via leur régie, soit en les revendant directement à des tiers. En fait, pour être justement exempté avec la CNIL de fameux consentement, il faut justement que la première condition, c'est que l'éditeur du logiciel ne soit pas impliqué dans le traitement de ces fameuses données qui pourraient être faites de votre utilisateur. Et c'est justement ce que fait Matou. Voilà. Pour le reste, c'est plutôt du classique, donc je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, à moins que vous ayez des questions spécifiques. Je vous les laisse juste ici à titre d'information que vous pourrez revoir du coup dans la vidéo. Voilà, donc ça, c'était la fin de la partie 2. L'idée, c'était justement de vous parler un petit peu plus de la partie réglementaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous utilisez une solution d'analyse d'audience, vous devez d'avoir le consentement explicite des utilisateurs, si vous utilisez une solution telle que Google Analytics. Sinon, il faut que vous utilisiez une solution qui est ce qu'on appelle exempte de consentement, c'est-à-dire qu'elle a une configuration bien spécifique. Les solutions d'analyse d'audience qui sont exemptes de consentement, vous les trouvez directement en allant sur le site de la CNIL, en cliquant ici sur « Je suis professionnel ». Et là, sur le site de la CNIL, vous allez dans « Cookies et autres traceurs ». Là, vous avez en fait toute la documentation de la CNIL, alors, qui est très bien faite, qui est plutôt bien mis à jour comparé à d'autres acteurs. Et là, vous avez du coup sur le site de la CNIL, vous avez la liste des différents éditeurs de logiciels qui sont exemptés de consentement. Tac, voilà. C'est ce qui va être ici. Je vais retrouver ça. Comment faire évaluer une solution d'analyse d'audience? Et là, ils mettent dans quel cas les cookies sont-ils exemptés de consentement? Donc, comment faire pour justement récupérer les données sur les utilisateurs? Et là, vous avez du coup la liste des solutions qui sont en train de mettre à jour, parce que maintenant, il faut déposer un dossier auprès de la CNIL pour justement, en tant qu'éditeur de logiciel, avoir le droit de pouvoir utiliser une solution exempte de consentement. Le dossier de Matomo a été déposé en mars dernier, donc il est actuellement en cours d'analyse. Donc il devrait très prochainement être listé ici. Et c'est aujourd'hui, de toute façon, le logiciel qu'utilise directement la CNIL. Donc si vous allez sur... oups, je ne sais pas pourquoi je vais juste rafraîchir ma page. Tac. Gestion des cookies. Hop. Voilà. Si vous allez sur le site de la CNIL, vous voyez que voilà, c'est l'outil qu'ils utilisent, que voilà, ils ne demandent pas le consentement de l'utilisateur pour mettre en place les fameux cookies et le déclenchement du tracker. Donc, bon, voilà, il l'était par le passé, il était exempt de consentement, il l'était pendant près de 7 ans. Je vois mal comment le dossier qui a été déposé là en mars ferait que Matomo ne soit pas valide selon ce qu'ils ont mis, donc l'application de la e-privacy qui, comme vous le voyez, est vraiment assez récent. On parle d'un texte mis en application en mars 2021. Alors, je regarde vite fait si on a des questions. Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième partie de l'intervention? On a Clément, on a Corinne, on a Jean-François, on a Martin.
Je vous laisse éventuellement une petite minute pour me poser des questions si vous en avez jusqu'à 18h46. Du coup, j'enchaînerai sur plus la présentation de Matomo. Si vous avez, je ne sais pas moi, par exemple, un site web, n'hésitez pas à me l'indiquer du coup dans le chat. J'irai faire un tour volontiers pour vous expliquer, par exemple, quel type de données Matomo pourrait collecter pour vous, ou voire même Google Analytics ou toute autre solution, de manière à pouvoir vous aider d'ailleurs dans votre prise de décision. Je pense que si vous avez déjà Google Analytics sur votre site, ce que je conseille toujours, c'est mettez Matomo également, parce que ça va vous permettre d'avoir plus de données. Et même si vous avez peut-être plus de confort avec Google Analytics, le fait d'avoir plus de données via Matomo, ça devrait pouvoir vous rassurer d'ailleurs dans vos prises de décision, puisque faut imaginer qu'on utilise ces solutions-là d'ailleurs pour améliorer nos sites web, et que plus on a de données, plus on a de chances de pouvoir rectifier le tir. Aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de clients qui utilisent Matomo parce qu'il n'y a plus de données dans Google Analytics. Alors, merci Jean-François d'interagir avec moi et de poser plein de questions. Alors, vous parlerez du prix de Matomo. Oui, je parlerai du prix de Matomo. Matomo est ce qu'on appelle un logiciel libre, donc au même titre que WordPress, que Joomla, que Drupal, que Firefox par exemple, que Linux, que plein d'autres logiciels. Donc c'est un logiciel qui est libre, c'est-à-dire qu'il est, il est gratuit en tant que tel. C'est-à-dire si vous pouvez le télécharger. Après, c'est un logiciel qu'on installe du coup sur un serveur. Donc là, soit vous y connaissez, vous savez comment fonctionne votre site web, et vous savez du coup comment le déployer ce fameux logiciel sur votre serveur. Alors pour ça, vous n'êtes pas seul au monde. Hein. Quand je dis vous n'êtes pas seul au monde, c'est qu'il existe plein de tutoriels en ligne. Pas plus tard que cet après-midi, justement, je faisais un tutoriel d'installation avec un de mes amis. Mais si vous mettez Matomo installation, voilà, c'est pas ça qui manque. Si vous regardez dans YouTube, vous avez plein de petits tutoriels qui vous expliquent du coup comment le déployer. Et donc c'est un logiciel qui est gratuit. Pour le télécharger, il suffit d'aller sur le site officiel, donc matomo.org. Une fois que vous arrivez ici sur matomo.org, vous pouvez, alors je crois que maintenant ils ont même traduit du coup la version du site, installer Matomo en ce qu'on appelle l'auto-hébergement, c'est-à-dire c'est vous-même qui l'installez sur votre propre serveur. Et là, vous avez du coup les étapes d'installation pour mettre Matomo du coup sur votre site. Si votre site utilise WordPress, qui est, on va dire, le CMS le plus utilisé dans 50% des cas, vous avez même un plugin maintenant qui en 2 clics vous permet de le déployer. Après, vous avez en effet une partie payante d'une certaine manière. C'est si vous voulez une utilisation avancée de Matomo, et là ça va être des plugins que vous allez du coup pouvoir acheter d'une certaine manière. C'est un petit peu comme pour WordPress, Drupal ou toute autre technologie libre. Il faut bien qu'ils aient un modèle d'affaires. Leur modèle d'affaires, c'est à la fois les plugins payants, mais également du coup l'offre d'hébergement qu'ils proposent. Mais vous avez aussi, tout comme WordPress et Drupal ou tout autre logiciel libre, des plugins qui, eux, sont gratuits. Donc, c'est tous ceux qu'on voit ici en orange, qui vont vous permettre en fait de rajouter des fonctionnalités en fait directement à Matomo. Jean-François nous a indiqué son site et je le remercie. Je vais peut-être essayer du coup d'arriver à trouver des cas concrets avec. Jean-François pose la question, mon hébergeur c'est OVH, est-ce que ça marche chez OVH? La réponse est oui. Hein. Moi je déploie quasiment tous mes sites chez OVH. Maintenant je change parce qu'au final c'est toujours intéressant de comparer en fait les offres des hébergeurs. Bizarrement, on peut se retrouver parfois avec des belles différences. Je sais que chez One and One, par exemple, ils ont des offres qui sont super attractives la première année. NetTeam se bat très bien aussi sur tout ce qui est nom de domaine à l'étranger. N'hésitez pas à un moment donné, même si je comprends qu'il y a tout un intérêt à avoir un confort d'être chez les mêmes hébergeurs, ça peut toujours être intéressant de vérifier du coup les offres comparatives. Donc oui, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien déployer votre Matomo chez OVH. Voilà, donc là c'est le site de Jean-François sur lequel probablement je vais revenir un petit peu d'ici quelques minutes quand j'aurai présenté un petit peu plus en détail Matomo. Je vous remercie en tout cas Jean-François pour les questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions Jean-François ou toute autre personne du coup à interagir. Moi je suis à
à votre disposition. Alors, je vois que ça réagit dans l'autre chat, parce qu'en fait, il y a deux chats. Il y a celui sur les questions-réponses et il y a le chat. Donc, Corinne, donc je n'ai pas de solution pour mesurer mon site. Et également, Martha, je n'utilise pas Google Analytics encore. Donc, je vais mettre du coup les 3 sites, puisque là, ça vous fait 3 sites qui me sont communiqués. Donc, je vous remercie pour votre réactivité. Hop, donc là, c'est le site de Corinne. Et là, c'est le site de Martha. Voilà, donc je vais essayer de naviguer du coup entre ces 3 onglets pour montrer justement ce que pourrait vous apporter, on va dire, l'utilisation de solutions d'analyse d'audience. Alors, hop, je vais passer du coup à la partie numéro 3. Je vais aussi vérifier le timing en même temps. Donc, dans cette partie 3, l'objectif, c'est de vous présenter ce qu'est Matomo Analytics et notamment ce qui le différencie de son principal acteur. Même si là, de ce que je comprends, en tout cas sur les 3 personnes qui m'ont présenté leur site, certains ont déjà des solutions mises en place, pour d'autres non, mais s'y intéressent, et pour d'autres pas du tout, et peut-être ont besoin d'en savoir un petit peu plus. Donc je vais parler de Matomo, mais je vais aussi élargir. Sachez que ce que je dis pour Matomo est probablement vrai pour d'autres solutions. Donc, qu'est-ce que Matomo Analytics? Pour faire simple, c'est un logiciel qui a été déployé, qui a été créé parce qu'il n'y avait pas d'alternative à Google Analytics en mode libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google Analytics, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu l'équivalent de Gmail, mais en gros pour analyser le comportement sur un site web. Donc en fait, en 2005, quand Google Analytics est lancé, puisque Google Analytics a été lancé du coup en cette année-là, il récupère très facilement la plupart des parts de marché. En fait, ça se déploie très rapidement puisque Google fournit ce service gratuit extrêmement puissant et fait que, à un moment donné, quelqu'un se dit mince, c'est quand même assez fou qu'au final tout ça, ça soit dans les mains du coup d'un acteur, à savoir Google, qui est en mesure du coup de savoir, parce qu'il faut bien comprendre que si demain vous mettez Google Analytics sur l'un de vos sites, ça veut dire que non seulement vous avez accès aux données, mais étant donné que ce logiciel-là appartient à Google, lui, il a accès aux données. Donc, étant donné qu'on l'a vu tout à l'heure, Google est déployé sur 85% des sites aujourd'hui qui ont une solution d'analyse d'audience. Il faut imaginer que Google est techniquement capable de voir tout ce qui se passe sur tous les sites, capable de pouvoir savoir sur la base du nombre de visites quelle est votre activité économique. Moi, j'avais dénoncé à un moment donné, par exemple, qui était installé sur quasiment tous les sites des candidats à la présidente et à la précédente élection présidentielle, et que d'une certaine manière, sur le base du nombre de visites ou du nombre de consultations des programmes des candidats, on pouvait savoir qui était le prochain candidat, enfin, qui était le prochain président ou présidente à l'élection présidentielle. Et on peut imaginer hier toutes les dérives qu'il peut y avoir du fait qu'une entreprise privée a accès à toutes ces données, les jeux d'influence et naturellement tout ce qui va être revente à des tiers. Donc voilà. Donc une personne s'est dit à un moment donné, cette personne s'appelle Mathieu Aubry, c'était d'ailleurs mon ancien employeur, s'est dit, non, mais il faudrait qu'on crée un logiciel quand même qui permette à ce qu'il soit développé par une communauté de personnes qui ne soient pas intéressées par ce qui est fait de la collecte des données et mettre à disposition un logiciel en termes de bien commun. Voilà, que tout un chacun puisse télécharger du coup ce fameux logiciel, l'utiliser à des fins qu'il souhaite et que ça n'appartienne pas à une entreprise, et c'est ce qu'il a développé. Donc, ce logiciel s'appelle Matomo Analytics. Il est aujourd'hui utilisé par plus d'1 million de sites, mais c'est bien plus que ça. C'est simplement que ici, l'équipe de Matomo n'a pas de sonde pour identifier quels sont les sites qui l'utilisent, mais c'était plus d'1 million il y a 5-6 ans, et aujourd'hui, on est à 3% de part de marché. Donc, on est peut-être, je sais pas moi, à 3 à 5 millions, peut-être même 10 millions de sites à travers le monde, sachant que c'est beaucoup utilisé sur des intranets. On est peut-être beaucoup plus que ça. C'est assez dur d'estimer le nombre de personnes qui l'utilisent, mais mes clients, moi, ce sont vraiment les plus grosses structures à travers le monde. Par exemple, des gouvernements. Récemment, j'ai le gouvernement du Canada au téléphone. Ça va être prochainement, j'interviens à une émission de radio avec la direction interministérielle du numérique, donc ça va être des grandes administrations publiques, on l'a vu tout à l'heure, donc l'Office de tourisme Pyrénées-de-Vallée, etc., etc. C'est le logiciel qui est recommandé par la CNIL. Alors, pourquoi il est recommandé et pas les autres? C'est parce que justement, c'est un logiciel que vous téléchargez et que vous installez en fait sur votre serveur. C'est-à-dire qu'une personne qui vient visiter votre site, elle s'attend à ce que les données qui sont collectées sur elle restent chez l'acteur qu'elle est venue visiter, à savoir votre gîte, votre chambre d'hôte. Et c'est justement ce que permet de faire Matomo. C'est vu qu'il est installé au même endroit que votre site web, les données y restent.
qu'est-ce que permet de faire Matomo? Écoutez, moi, je pense que c'est plus intéressant que je vous fasse directement une démo en live. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé l'aide de Pyrénées de Vallée. Donc, en fait, Pyrénées de Vallée a installé du coup Matomo sur leur site. Alors, je suis venu les former, mais comme je vous le disais, voilà, il y a aussi des programmes d'auto-formation qui ont été mis en place. Sinon, comme l'a indiqué Olivier, je pourrais moi aussi me mettre à votre disposition pour vous former du coup sur l'outil. Mais voilà comment ça se passe. Chaque visite qui est effectuée du coup sur le site Pyrénées de Vallée, automatiquement, on a du coup le comportement des utilisateurs qui est mesuré du coup sur ce dernier. Là, on a, voilà, par exemple, on est au 31 mai. Je vais peut-être plus me mettre au 1er juin, comme ça va peut-être plus nous parler sur les données là du moment. Donc à 18h52, une personne s'est connectée. Alors, sur Matomo, par exemple, ici l'adresse IP est anonymisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui est la personne qui est derrière, en tout cas quelle est son adresse IP totale. On sait que cette personne-là est basée physiquement à Paris, donc elle s'est connectée directement sur le site, c'est ce qui nous a indiqué ici. Et on sait qu'elle a consulté la page d'accueil, ensuite elle allait sur telle page, ensuite elle allait sur telle page. Voilà, donc on a en fait son comportement qui est sur le site. On peut également savoir quelle est la configuration de sa technologie. Là, on a un autre visiteur, on sait qu'il est venu par intermédiaire de LinkedIn, on sait que c'est un utilisateur qui est déjà venu 59 fois sur le site, donc on peut du coup en savoir un petit peu plus sur elle ou lui. Là, on voit par exemple que dans son comportement, cette personne-là, à un moment donné, est allée sur la plateforme Zoom, qui était du coup qui était un lien qui était mis sur les journées du numérique. Donc là, à mon avis, je pense que c'est soit quelqu'un qui était de Pyrénées de Vallée, soit quelqu'un qui a été prospecté, on va dire, par Pyrénées de Vallée sur LinkedIn via un post, donc qui est venu, tac, et puis qui a effectué du coup ces comportements-là. Et du coup, sur la base de toutes ces données qui sont collectées, on va avoir accès derrière à naturellement des données, ce qu'on appelle des données agrégées, c'est-à-dire les données sont ensuite calculées pour nous présenter différents rapports sur, OK, par exemple, tout à l'heure on parlait des différents endroits qui m'intéressent, donc là ça peut être intéressant, est-ce que c'est plus des personnes qui sont de nationalité espagnole, qui viennent d'Andorre, qui viennent sur notre site, ou est-ce que c'est plus des personnes qui viennent de France? Voilà typiquement ce qu'on va pouvoir récupérer. On va pouvoir ensuite segmenter ce trafic, c'est-à-dire dire, OK, je souhaite m'intéresser uniquement aux personnes qui viennent d'Espagne. Les personnes qui viennent d'Espagne, par exemple, quel est leur comportement? Qu'est-ce qui les intéresse qu'est-ce qui les intéresse avant tout sur le site? Là, on peut facilement, j'aurais pu mettre Andorre, par exemple. Je vais peut-être plutôt prendre l'Espagne directement, parce que je vois que j'ai des données ici qui viennent d'Espagne, et je vais pouvoir, oups, pardon, j'ai fait une mauvaise manip, mince, je vais perdre quelques précieuses secondes. Hop, mais on peut du coup venir comme ça créer ce qu'on appelle des segments pour justement analyser une population, des comportements en particulier. Donc, tac. Ah bah décidément, je sais pas. Désolé pour tout ça. Tac. Pays, Spain. Voilà. Voilà. Donc là, hop, ça vient automatiquement me créer mon segment. Tac, tac, tac. Alors là, il me dit, OK, ça va prendre un petit peu de temps pour le faire. Hop, je regarde. Bon, là, ça va être un des rapports qui va automatiquement filtrer tout ce que je recherche et me donne directement toutes les personnes qui viennent d'Espagne. Alors, je regarde vite fait si le traitement va mettre un petit peu de temps. Donc, je vais plutôt prendre un segment qui a déjà été créé, qui est celui de Tarbes. Et je vais, voilà. Là, par exemple, on avait un segment qui était déjà créé, qui était sur les utilisateurs de Tarbes. Imaginons qu'on souhaite savoir si les personnes qui viennent de Tarbes, quelle est leur configuration? Est-ce qu'ils utilisent principalement des smartphones? À quelle heure ils viennent précisément plus sur mon site? Voilà, on peut faire la même chose du coup pour le segment Espagne et savoir par exemple quel est le meilleur moment pour communiquer, je ne sais pas, m'envoyer une newsletter ou communiquer sur les réseaux sociaux. On peut aussi justement vérifier dans ici ce qu'on appelle les apporteurs de trafic
Voilà, est-ce que les personnes qui viennent de Tarbes ou d'Espagne, par exemple, est-ce que c'est des personnes qui viennent de moteurs de recherche ou est-ce que c'est plus des personnes qui sont sensibles aux réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont plus sensibles par rapport à quelque chose que j'ai publié moi personnellement sur Facebook ou plutôt de communication faite par d'autres utilisateurs qui sont sur Facebook mais qui ne sont pas forcément reliés à ma page Facebook? Voilà à quoi sert en fait une solution d'analyse d'audience, c'est vraiment vous indiquer tout ce qui se passe sur votre site et en fonction de ça, on va d'ailleurs de vous indiquer okay, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, je vais peut-être prendre maintenant des exemples concrets sur les différents sites que vous avez à disposition. Donc, je vais commencer par le site de Jean-François, ensuite je parlerai du site de Corinne, et puis ensuite on ira sur, je crois c'est, je regarde vite fait si c'est, je crois que c'était Martha. Voilà, donc je vais faire ça dans l'ordre. Donc imaginons voilà, qu'on ait une solution d'analyse d'audience ici sur le site location ig.com. Là, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va pouvoir savoir qui sont les personnes qui viennent sur mon site, par quel biais ils viennent. Donc tout à l'heure, par exemple, Jean-François nous disait, il nous parlait justement du service qui est la Google Search Console. C'est ce qu'on va appeler le référencement naturel. Ces personnes qui viennent directement depuis un moteur de recherche type Google. On va les retrouver directement ici. On va pouvoir d'ailleurs analyser leur comportement plus en détail pour savoir, par exemple, si on recherche demain quelle est la page qui est la mieux référencée de mon site web, il nous suffira d'aller directement ici dans comportement, de regarder les pages d'entrée et par rapport à ça, je le fasse comme ça, je vais faire un Google Search. On avait un segment qui était déjà créé qui m'indique en fait directement quels sont les utilisateurs qui viennent de Google. En créant comme ça un segment, on peut savoir que ici pour le site Pyrénées de Vallée, par exemple, c'est la page Vallée du Louron qui apporte 15% du trafic. Ensuite, c'est la page Village Loudanvielle. Donc là, ça nous donne directement une idée de qu'est-ce que les utilisateurs, qu'est-ce qui intéresse les utilisateurs et réellement quelle page est potentiellement la mieux référencée sur le site. Donc ça nous donne par exemple des indices sur, OK, vu que ça intéresse les gens, peut-être que je devrais écrire, je dis n'importe quoi ici, mais plus d'articles sur Vallée du Louron, plus d'articles sur Village Loudanvielle. Donc on va se retrouver exactement avec la même chose ici pour le site de Jean-François, c'est-à-dire de savoir par quel biais les utilisateurs viennent. Est-ce qu'ils viennent principalement d'un moteur de recherche ou est-ce qu'ils viennent principalement d'une campagne de newsletter que vous avez lancée ou autre? Ça va vous permettre d'ailleurs de pouvoir étudier tout ça et savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, typiquement, dans les choses qui sont cruciales avec les solutions d'analyse d'audience, vous savez, c'est le fameux appel des pages jaunes qui vous disent, qui vous promettent monts et merveilles, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais qui vous font un devis avec plusieurs dizaines de milliers d'euros et vous stressez à l'idée de savoir, OK, est-ce que je signe ou est-ce que je ne signe pas? Bon, allez, je prends un risque, je signe. Et en fait, au bout de l'année, vous dites, OK, ils reviennent toquer à votre porte et là, vous devez faire un bilan du truc et eux, ils vous disent, regardez tout ce qu'on vous a apporté. Mais en réalité, vous ne savez pas trop si c'est vraiment venu des pages jaunes. C'est typiquement le genre de choses qu'une solution d'analyse d'audience vous permet d'avoir, puisque par intermédiaire du lien qui est posté depuis les pages jaunes vers votre site, si on a eu un, vous pouvez voir, par exemple, ici dans la catégorie site web, quel est le trafic qui m'a été apporté par les pages jaunes et est-ce que ce trafic a été l'objet d'ailleurs de ce qu'on appelle des conversions. Donc, c'est-à-dire, est-ce que d'ailleurs, on a eu des personnes qui ont été par exemple sur la page ici qui est liée à la notion de réservation, ou en tout cas l'action qui se rapproche le plus d'une réservation. Donc là, je vois que je reste toujours du coup sur le site, donc ça devrait être bon. Là, j'ai pas de dispo parce que probablement, voilà, je vais prendre la dernière minute, mais je vais peut-être que là, je vais avoir une disponibilité, j'imagine, ou imaginons que j'en ai une. En fait, on peut d'ailleurs mesurer tout ce qui se passe jusqu'à la page de confirmation. Et une fois que la page de confirmation est consultée ou l'action qui confirme que la personne a bien réservé son séjour, on va avoir cette donnée qui va être envoyée ici dans la solution d'analyse d'audience et qui va vous indiquer en fait sur la forme de ce qu'on appelle des objectifs, les utilisateurs en fait qui effectuent une réservation. Donc là, par exemple, on a le cas sur le site de Pyrénées de Vallée. Ici, ce n'est pas des personnes qui réservent, ce sont des personnes qui d'ailleurs sont intéressées pour en savoir plus sur les événements du site Pyrénées de Vallée. Là, on sait que sur la période étudiée, donc en mai 2021, ce sont majoritairement les personnes qui viennent des moteurs de recherche qui sont intéressées par
qui sont intéressés par les événements. Mais là, on a aussi des choses qui sont intéressantes. On voit que, vous voyez, en termes de... Là, on a 18 conversions, mais qui ont été faites par un nombre de visites bien moindre qui venaient de certains sites web. Donc là, ça peut être intéressant de creuser et de savoir quels sont ces fameux sites web derrière, puisque vous pouvez très souvent avoir des pépites. Par exemple, quelqu'un un individu qui vous a recommandé, qui a fait un très bel article de blog ou qui a parlé de vous sur son site comme étant le chalet dans lequel, je ne sais pas moi, il a passé les plus beaux moments de sa vie. En fait, c'est là où vous réalisez que cette personne-là, elle a énormément de valeur pour vous, et je parle économiquement parlant, et que du coup, vous pouvez probablement nouer d'autres partenariats avec des personnes comme ça, ou au contraire, inviter la personne pour justement faire peut-être une mise en valeur, une mise en avant qui va être plus importante. Alors, j'ai du bruit dans mon oreillette, je pense qu'il y a des questions. Oui. Oui, Ronan, justement, j'allais te dire ça. On a une question de Jean-François qui nous parle des comportements des visiteurs. Moi, je sais qu'à titre personnel, je m'en sers beaucoup sur Pyrénées-de-Vallée, voilà, pour voir quelles pages sont optimisées ou pas optimisées. C'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, si tu peux lire sa question et lui répondre, ça peut être un bon complément. Alors, peut-on savoir de quelle page, site, les visiteurs viennent, quelle page ils ont consulté avant d'arriver chez nous? Presque, ouais. En fait, il faut imaginer que ça, c'est ce qu'on appelle les référents. Donc, référents, c'est sur le web. Il faut imaginer que lorsque... je vais faire un truc comme ça. Désolé, ça va être un petit peu technique, mais juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière la machine. Hop, je vais faire ça. Bon, ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez accéder si vous faites un clic droit sur votre ordinateur et vous faites inspecter. Là, vous avez ce qu'on appelle la console. Et en fait, vous voyez que pour tout fichier qui compose votre site web, vous avez ce qu'on appelle des requêtes HTTP qui sont effectuées. C'est-à-dire c'est des communications entre votre ordinateur et le serveur sur lequel est hébergé votre site web. Et en fait, dans ces communications-là est toujours transmis ce qu'on appelle le référeur, c'est-à-dire sur quelle page j'étais avant, quand on dit quelle page, c'est sur quelle URL j'étais avant de venir sur le site. Donc ces informations-là, elles sont tout le temps transmises en fait à la solution d'analyse d'audience. Et du coup, ces informations-là contiennent des paramètres. Et en fait, c'est ces paramètres-là qui permettent à la solution d'analyse d'audience de l'aiguiller dans ce qu'on appelle les différents canaux. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a toute son importance. C'est-à-dire que là, ce que vous retrouvez comme site d'un moteur de recherche, c'est parce qu'il y a eu des petits paramètres qui ont été passés dans ces fameuses URL. Vous savez, les paramètres, c'est ce qu'on voit, point d'interrogation avec des trucs un peu comme ça, là. Des caractères un petit peu bizarroïdes, des mots un petit peu bizarroïdes que vous trouvez à la suite des URL, c'est ça qu'on appelle des paramètres, et qui permettent d'orienter ici en termes de canal. Mais la réponse est oui, Jean-François, tout à fait. Donc, si tu mets ta solution d'analyse d'audience et que tu te dis, OK, aujourd'hui j'ai envie de savoir ce que m'apporte Facebook, bah, tu peux facilement le voir. D'accord. Par contre, ce qui se passe, je crois que c'est que Facebook, sur certaines communications, alors, en fait, il cache l'information parce que souvent, ça vient d'univers qui sont privés, tu vois. Donc, quand c'est un groupe privé, par exemple, qui a été créé dans Facebook où il parle de toi, je vais dire n'importe quoi, que ce soit du bien ou du mal de ton gîte, tu pourras savoir que ça vient de Facebook, mais tu ne pourras pas spécifiquement savoir que ça vient de tel groupe privé. En revanche, si c'est des communications que vous maîtrisez, c'est-à-dire que c'est vous qui mettez les liens sur ces fameuses plateformes, là, en revanche, tu peux d'ailleurs mettre des paramètres, en fait, maintenant une solution qui est ici. Donc, imaginons que demain, par exemple, je veux dire, tu vas sur une page Facebook, quelle qu'elle soit, que ce soit la tienne ou celle d'un tiers, et que tu mets en commentaire le nom de ton site. Donc, je vais le faire, par exemple, alors ce n'est pas le nom de ton site, je crois que c'est celui de Martha, et que tu mets, par exemple, ici, communication Facebook. Là, par contre, si quelqu'un clique sur ce fameux lien que tu déposerais d'ailleurs sur Facebook, là, on pourrait savoir en effet que ça vient de Facebook. Excusez-moi, là, c'est un petit peu technique ce que je montre, mais voilà, il y a plein de petites vidéos qui l'expliquent bien du coup sur le net, ce qu'on appelle le tracking des campagnes, et c'est ce qui fait que bah, voilà, derrière, on a ici, comme c'est le cas pour Pyrénées-de-Vallée, on a derrière l'information qui remonte en tant que campagne, et savoir donc que ça venait d'une communication que vous avez diffusée sur Internet. Donc la réponse est oui, absolument. Et ensuite, bah oui, une fois qu'ils viennent d'un site web en particulier, donc là par exemple je prends le cas
du site Pyrénées de Vallée, on a des personnes qui viennent, je vais prendre la mairie par exemple, mairie-haro.fr, j'imagine que la mairie doit recommander en tout cas doit recommander excusez-moi, Pyrénées de Vallée. Bah alors voilà, je sais que les personnes sont venues de mairie-haro.fr et qu'est-ce qu'elles ont fait? Bah, elles ont visité la page d'accueil. Ah bah là aussi. Donc, ceux-là, ils sont peut-être pas super qualifiés, comme vous pouvez le voir, ils ont juste visité la page d'accueil. Celui-ci est plus qualifié. Vous voyez que il s'est intéressé à la page d'accueil, mais ensuite il s'est intéressé à plein d'autres choses. Donc on peut comme ça après les filtrer, les segmenter et dire ok, donne-moi uniquement les personnes qui se sont intéressées par exemple à la vallée du Louron, parce qu'en fait peut-être que c'est une offre que vous souhaitez mettre en avant. Imaginez par exemple que vous êtes une chambre d'hôte et vous avez un service à destination des professionnels que vous êtes en train de tester et vous voulez voir ok, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, parce que voilà, bah, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez facilement mettre en place et tester. Après, si la question concernait l'URL exact, il me semble que ouais, Matomo doit le faire. Il me semble que ça doit être dans tous les canaux. Ça doit être site. Peut-être qu'on n'a pas le cas ici pour, dans les URL de Pyrénées de Vallée, mais normalement, on peut avoir ce qu'on appelle l'URL profonde, c'est-à-dire l'URL exacte de la provenance de l'utilisateur. C'est notamment le cas lorsque ça vient de tel site, mais en plus, c'était sur une URL profonde / quelque chose. Il est 19h11, donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre du coup un autre cas de figure avec le site ici de Corinne. Là, typiquement, avoir une solution d'analyse d'audience sur le site, ça vous permettrait de pouvoir savoir, par exemple, le nombre de personnes qui essayent de cliquer ici sur ce numéro de téléphone ou qui essayent de cliquer ici sur disponibilité, réservation. Alors là, je vois que lorsqu'on clique dessus, ça nous emmène sur Amenities, qui j'imagine est une plateforme de réservation qui, elle, absorbe, j'ai envie de dire malheureusement, la visite de l'utilisateur. Donc là, j'imagine qu'on ne peut pas mettre de solution, que ce soit Matomo ou Google Analytics. Mais bon, en fait, en réalité, si, on peut, parce que eux, ils le mettent en place. Je pense que ça doit être le cas. Il suffit de regarder ce qu'on appelle le code source, et puis on voit par exemple ici qu'ils utilisent Google Analytics. C'est le script de Google Analytics. C'est-à-dire qu'eux, finalement, ils collectent les données, et puis si vous êtes gentil, ils acceptent de vous les mettre à disposition gratuitement. Si vous êtes méchant, ils vous font payer. Bref, ça dépend. Mais donc, en gros, ce qui se passe ici, on ne va pas pouvoir le mesurer à moins qu'ils vous mettent à disposition la fameuse solution. En revanche, sur tout ce qui se passe ici, là, sur ce site-là, lui, il vous appartient, donc il n'y a pas de souci. Donc, ce qui peut être intéressant de mesurer, par exemple, ici, c'est le nombre de personnes qui cliquent sur ce fameux lien, parce que ça vous indique, alors, non pas les réservations, mais en tout cas les intentions de réservation. C'est-à-dire que la personne, si elle a cliqué ici, probablement, c'est qu'elle voulait réserver. Et après, derrière, ça vous aide à voir aussi quelle est la force de amenities.io. Alors, je ne les connais pas, mais savoir est-ce qu'au final, leur site, il arrive à convaincre suffisamment les personnes, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas commencer à s'intéresser à une autre plateforme de réservation parce que vous avez des doutes, parce que vous voyez que vous, de votre côté, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont cliqué sur ce lien-là au mois de mai 2021, par exemple, et que derrière, eux, vous disent, ah bah non, finalement, il n'y a eu que 2 réservations, quoi. Là, vous êtes en mesure de vous dire, c'est pas normal, j'apporte 1000 prospects, j'apporte 1000 personnes qui ont l'intention de réserver, et derrière, ça ne convertit pas. Alors, il y a peut-être d'autres contextes, hein. Peut-être qu'il n'y avait pas les disponibilités qu'il fallait, etc., etc. Mais si on a des ratios qui sont aussi importants, on peut se poser la question de la plateforme de réservation. Je pense qu'à mon avis, ce qui est peut-être plus utile ici, c'est de voir si eux ne peuvent pas mettre à votre disposition la solution. Pour le reste, voilà, généralement, c'est ça qu'on va mesurer, ces personnes qui vont cliquer sur ce numéro de téléphone. Là, c'est juste un conseil personnel. Il y a une balise en HTML qui est assez simple à mettre en place, qui s'appelle le tel de point, qui permet directement au smartphone de réagir en fait là-dessus et de faire que ça vous appelle directement et ça leur évite en fait de copier-coller ce numéro de téléphone-là dans leur smartphone. Souvent, ça c'est assez efficace si vous voulez convertir un petit peu plus. Le clic sur ce sur ce bouton-là, c'est intéressant souvent à mesurer. Cette partie-là aussi, souvent, c'est intéressant de le mesurer. Alors là, par exemple, on a le tel, vous voyez. Tel de point, on le voit en bas de mon écran. Ça, moi, c'est ce que je vous conseille dans tous les cas de mettre en place dans votre, ce petit bout de code-là. Ce lien-là, il a énormément de valeur. Je ne sais pas si vous pouvez le mettre dans le bandeau supérieur, là, mais si vous pouvez, à mon avis, déjà, ça va marcher. Donc voilà, on peut mesurer aussi ça avec la solution d'analyse d'audience. Naturellement, le nombre de personnes qui ont été sur cette page-là, le nombre de personnes qui ont envoyé du coup un formulaire de contact.
Donc, vous allez me dire, bah, mais j'ai déjà l'information, moi, je sais, je reçois un mail. Oui, c'est tout à fait vrai. Cependant, ce que permet de faire la solution d'analyse d'audience, c'est de savoir d'où venaient ces personnes-là. Et ça, c'est… Après, souvent, ça, c'est un travail que vous faites vous en plus et qui est un autre type de données collectées qui est super important, c'est comment vous nous avez connus. Donc, surtout, ne pas oublier de vraiment leur poser la question, c'est complémentaire. Et si vous oubliez de leur poser la question, ben, en fait, le fait d'avoir une solution d'analyse d'audience qui vous indique par quel biais est passé l'utilisateur pour débarquer sur votre site, ça va vous permettre derrière de pouvoir savoir comment est venue la personne qui a visité du coup le site. Voilà, vous pouvez aussi savoir, en tout cas deviner, est-ce que les personnes sont sensibles au prix, parce que bah voilà, elles consultent peut-être plus la page tarif que d'autres personnes. Alors, ça, c'est une chose à savoir. Là, on est sur ce qu'on appelle un iframe. En fait, ça, c'est un site qui est embarqué dans un site. Donc, on est encore sur la plateforme qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui, eux, en fait, ont le socle technologique qui permet facilement, on va dire, très souvent de gérer la partie réservation. C'est quand même un challenge à chaque fois qu'on a son propre site d'arriver à maîtriser toute la partie finance et base de données. Mais ici, avec une solution analyse d'audience, on pourrait justement savoir, tiens, est-ce que les gens, ils scrollent par exemple, est-ce qu'ils descendent le long de la page pour arriver jusqu'à telle partie? Pourquoi? Parce que généralement, les utilisateurs font toujours des efforts enfin, doivent faire des efforts pour scroller. Et est-ce que justement, si on enlevait cette dose d'effort-là, si on justement basculait, je sais pas moi, si on mettait par exemple des liens qui permettent d'arriver directement à cette partie-là, est-ce que les personnes interagiraient plus ou pas? Est-ce que les personnes scrollent le long des pages? Voilà typiquement le genre de choses qu'on peut mesurer facilement avec une solution d'analyse d'audience. On va aussi regarder souvent cette page accès contact. Là, je regarde, je vais prendre du coup le site de Martha, parce que je vais regarder tous les différents sites. Alors ici, moi, ce que je remarque directement qui m'attire, c'est le fait que le site est disponible en espagnol. J'ai l'impression par défaut. Alors, je ne sais pas si ça reconnaît automatiquement quelque chose, mais là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, est-ce que du coup, par rapport à mon site qui est là en espagnol, est-ce qu'il y a un intérêt de le développer pour une audience francophone, par exemple, ou je vais dire n'importe quoi, mais sur une région en particulier, ou bref, ce que vous voulez. Bah, en fait, typiquement, la solution d'analyse d'audience, par l'intermédiaire de ces rapports qui sont sur la provenance géographique, va vous dire si, ok, par exemple, ici, on a le cas pour le Pyrénées de Vallée. On voit que bizarrement, et moi je me serais attendu à avoir peut-être une audience espagnole plus importante, on voit que c'est majoritairement du coup une audience française. Donc ben, voilà typiquement le genre de choses que la solution d'analyse d'audience va vous permettre d'ailleurs de pouvoir rapidement voir est-ce qu'il y a une opportunité, est-ce qu'il n'y en a pas, et d'ailleurs aussi de faire des tests, c'est-à-dire de dire ok, peut-être qu'il n'y en a pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de version française de mon site, donc si je crée une version française, peut-être que les moteurs de recherche indexeraient mes pages, et à partir de là j'aurais peut-être une vision plus claire de est-ce qu'il y a un potentiel pour le marché français, et une fois que du coup les premiers utilisateurs de France viennent, est-ce que ils arrivent à consulter d'ailleurs les pages que vous souhaitez, donc par exemple la page réservation. Si ce n'est pas le cas, vous dites ok, il y a un problème quelque part, donc je vais peut-être faire des tests. Par exemple, je vais je sais pas moi, changer la couleur par exemple du bouton pour le faire du lien, pour le faire ressortir un petit peu plus. Enfin, voilà, c'est pas un hasard de toute façon si quand on est arrivé sur le site ici, on a eu une pop-up qui est sortie ici. On est sur la même logique, c'est-à-dire de se dire ok, comment je vais me débrouiller pour que l'utilisateur fasse ce que j'attends de lui. J'imagine que on se dit ok, l'utilisateur est sensible au prix, donc on va lui proposer un code promotionnel. C'est aussi le genre de choses qu'on peut mesurer avec une solution d'analyse d'audience, c'est de se dire est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent ici et qui ferment justement la pop-up, ou est-ce qu'on a beaucoup qui du coup passent leur souris dessus, qui ont du coup un intérêt pour celui-ci. Je pense que de toute façon ici, vu que vous avez le code promo, ça c'est le genre de choses aussi que vous pouvez facilement mesurer vous d'une autre manière, parce que ceux qui mettent le code naturellement, vous savez qu'ils ont vu le code. C'est une chose qu'on peut mesurer. Le fait qu'ils ont interagi justement avec le slideshow. En fait, tout ce qui se passe sur votre site
vous pouvez le mesurer avec une solution d'analyse d'audience. Typiquement ici, le fait qu'il regarde les dates, etc. Ce qui est plus compliqué à mesurer, c'est en effet quand l'interaction n'a pas lieu sur votre site. C'est un petit peu l'exemple de l'iFrame que je citais tout à l'heure et également de la plateforme de réservation. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors là, c'était le chat sur les questions-réponses. Je vais regarder dans le chat. Alors, Martha me dit normalement en allant sur la langue, il est en français. Ouais, je vais regarder ça. Voilà, exactement. Hop. Donc ouais, là par exemple, tiens, bah, là ça peut justement être un bon cas en analyse d'audience, Martha, c'est de se dire, ok, mesure-moi Matomo ou mesure-moi Google Analytics, le nombre de personnes qui passent leur souris en fait sur le menu ici. Et pour justement savoir est-ce qu'il y a des personnes qui ont compris que c'était un menu déroulant. Le prenait pas mal, Martin, mais j'avais l'impression, moi, qu'en fait, bizarrement, même si ça paraît logique, qu'en fait, le site était disponible qu'en espagnol, parce qu'en fait, je voyais pas généralement sur les sites, on a un petit peu une petite flèche en fait qui nous indique que du coup, il y a d'autres langues qui sont disponibles, et du coup, je l'avais pas identifié. Alors, ça semble être rien qu'un détail à vos yeux, ou même de façon générale, qu'un détail. En fait, l'analytics, une fois qu'on va avoir enlevé les grosses zones d'ombre, j'ai envie de dire, ça va être beaucoup du détail, en fait, comme ça. Ça va être beaucoup des petits éléments, et en fait, on va se dire, bah, à quoi ça sert de corriger, puisque je l'ai corrigé, et à un jour donné, je vois qu'il y a au final que 3 personnes de plus qui ont utilisé le menu déroulant sur le millier d'utilisateurs que j'ai par jour. Et si on le base à l'échelle d'une journée, ouais, c'est pas très significatif. Mais en fait, ces 3-là, ça va être encore 3 qui vont venir au jour 2, ça va être encore 3 qui vont être au jour 3. Et en fait, c'est la somme de tous ces petits comportements, de ces modifications que vous avez fait dans le parcours de l'utilisateur qui vont faire que ça va avoir un impact. C'est la même chose que, voilà, demain, vous publiez un nouvel article sur votre site, bah, il n'a pas énormément de popularité, mais en fait, au fur et à mesure du temps, les moteurs de recherche vont commencer à se l'approprier, ce contenu-là, vont commencer à mieux le référencer. Et en fait, sur la base d'une année, si vous avez bien fait votre travail sur la partie rédactionnelle, analyse de la demande, vous allez commencer à avoir des résultats significatifs. Et voilà, donc là, on a une version française, par exemple, du site. On peut voir, voilà, voilà, quel est le comportement du coup des utilisateurs français par rapport aux utilisateurs anglophones, comparé du coup aux utilisateurs hispanophones ou hispaniques, je ne sais plus comment on dit. N'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions. Sachant en tout cas que l'analytics, c'est vraiment ce que je vous résumais tout à l'heure, c'est de la prise de décision. Donc en fait, on analyse des données. Sur la base de ces données, soit on nous a directement donné l'information, hein, donc on pense au questionnaire de satisfaction, qui est, écoutez, moi j'ai trouvé que le gîte, il n'était pas propre. Vous allez faire quoi? Vous allez mettre l'accent sur la personne qui s'occupe justement du nettoyage. Vous allez dire, OK, là, il faut qu'on rajoute du coup la partie contrôle là-dessus. Voilà, là, on est typiquement dans l'action. Les solutions que je vous montre, là, Google Analytics, Matomo, c'est un peu pareil. C'est vraiment, on a ici une mine de données, et sur la base de ces données-là, on va dire, OK, alors, je vais dire n'importe quoi, mais on va prendre la partie logicielle. Non, parce que moi, la partie horaire, on va prendre des choses qui sont extrêmement simples. Ici, sur le site Pyrénées-de-Vallée, mai 2021, on voit que majoritairement, les personnes se connectent à 21h. Alors, là, je n'ai pas de grosse différence. Comme vous voyez, je ne vais pas dire que c'est kiff-kiff, mais bon, je n'ai pas des grosses différences, mis à part là où les gens y dorment, mais globalement, que je communique là, que je communique là, ou que je communique là, c'est pas énorme. Je pense que 21h, ça reste quand même le meilleur spot. C'est-à-dire que, imaginons que jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de communiquer à, je vais dire n'importe quoi, à midi. C'est vrai que c'est une heure un peu folle, puisque les personnes sont peut-être pas là dans le cas de figure à regarder du coup le site. Mais si vous passez du coup à finalement, je vais automatiser mes communications. Au lieu de les publier à midi, je vais les publier à 21h. Et typiquement, en analysant voilà, ces données-là, c'est une action que vous allez mettre en place, et vous allez voir si du coup, en communiquant à 21h, est-ce que derrière, il y a un impact positif sur le nombre de visites sur votre site web. Là, c'est pareil, on peut regarder les visites
en jour de la semaine, bah, peut-être que vous ne le saviez pas, mais peut-être que vous avez l'habitude de communiquer jeudi. Apparemment, ce n'est pas le jeudi qu'il faudrait communiquer, quoi. Apparemment, c'est plutôt le lundi. Donc, on va dire, OK, bah, prenons le lundi. Alors, et puis après, vous allez vous dire, OK, mais si je communique un lundi, on va prendre le 24, je communique un lundi, et bah, là, un lundi, ouais, ça reste 21h, apparemment, le meilleur spot pour pouvoir communiquer. Parfois, on a pas mal de surprises comme ça. Si on prend la partie, je vais prendre ici la partie périphérique, se dire, OK, est-ce que ça vaut le coup d'aller m'intéresser au smartphone? Ah ben, on voit qu'apparemment, pour le site Pyrénées-de-Vallée, euh, prenez toujours des échantillons qui sont significatifs. C'est-à-dire qu'on prend rarement des décisions sur la base d'une centaine d'individus. On va plutôt attendre le millier ou le 10 000 visites. Peut-être que vous les avez peut-être pas comme ça sur un mois, mais prenez dans ce cas-là un trimestre, même si dans votre cas de figure, ça peut être un peu dangereux puisque vous avez quand même la saisonnalité. Donc, ça, c'est vous qui connaissez mieux que ça. Imaginez que la solution d'analyse d'audience qui est là, elle ne vous donne pas toutes les informations. En fait, le contexte, c'est aussi parfois à vous de le rajouter en disant, bah non, mais c'est une période qui est creuse, ou c'est une période où il y a beaucoup de choses. Bref, c'est tout le temps à rajouter par rapport à ce que vous connaissez, ou par rapport à la météo aussi. Enfin bref, tout ça, c'est quand même un contexte que vous gardez, vous, dans votre tête pour donner du sens aux données. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que la majeure partie du trafic, on va dire près de 50%, c'est du smartphone qui vient sur Pyrénées-de-Vallée. OK. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, on va rajouter un petit peu plus de données, on va rajouter ce qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est les personnes qui viennent du coup sur le site et qui repartent directement après. Donc plus il est élevé, moins c'est positif. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une différence significative entre le site lorsqu'il est sur smartphone et qu'il est sur bureau. Donc manifestement, les personnes qui sont sur des ordinateurs de bureau ont une meilleure expérience, ou en tout cas sont incitées à rester plus longtemps sur le site que s'ils sont sur smartphone. Quand c'est comme ça, on va du coup se dire, bah attends, c'est quoi le problème qu'il a mon site quand il est sur smartphone? Alors pour ça, vous avez plein de petits outils qui permettent de le faire. J'utilise directement celui de Firefox. Et voilà du coup à quoi ressemble le site. Donc après, là, c'est plus à vous d'aller directement sur le site en mode mobile et voir, OK, est-ce qu'il est exploitable? Là, j'ai l'impression que c'est plutôt correct. Alors, il faut toujours naturellement remettre ça par rapport au contexte. Quel est le but qu'il y a sur le site Pyrénées-de-Vallée? Qu'est-ce que les personnes cherchent à effectuer réellement? Si c'est une réservation, est-ce que sur la base là de ce que je vois, est-ce que ça facilite la réservation? Est-ce qu'au contraire, il faut que je le travaille un peu plus? Alors, je vais peut-être retourner à l'exemple qu'on avait ici. Tac. Je vais faire un inspecter et puis je vais le passer quand même en mode mobile aussi. Voilà typiquement le genre de choses. Alors là, je vois qu'on a des sites qui sont plutôt très bien adaptés, quoi. Généralement, quand vous les passez comme ça en mode mobile, ce qui est important, ce qu'on dit toujours, hein, c'est d'optimiser pour la conversion. Donc à chaque fois, on y met vraiment l'information qui intéresse l'utilisateur, quitte à le faire fuir, mais au moins il est qualifié. Est-ce que j'ai le budget de payer 114 € du coup par nuit? OK. Et puis ensuite d'avoir le bouton pour ce qu'on appelle les boutons d'interaction, le bouton d'appel à l'action, voir le détail, réserver, ce genre de choses. Les images aussi, ça va être extrêmement important. Au contraire, on va plutôt privilégier, on va dire, ce qui est bloc de texte, ce genre de choses. Là, ce que je vous montre, hein, c'est vous avez ce qu'il faut. Hein. Vous pouvez adapter directement ici. Vous n'avez pas besoin de payer ni quoi que ce soit pour voir à quoi ressemblerait mon site s'il était sur un smartphone ou autre. Vous faites simplement un clic droit quand vous êtes au niveau de votre site. Vous faites un inspecter et puis vous regardez derrière ce que ça donne. Vraiment, à chaque fois, le plus important, c'est de se dire, OK, est-ce que j'ai pas un problème qui est sur mon mobile? Et vous pouvez modifier, enfin, adapter des choses comme ça pour à peu près tout ce que vous voulez. On l'a vu tout à l'heure avec la partie langue pour Martin. En fait, votre navigateur, lui, il a une langue qui est définie par défaut. Si vous changez la langue, souvent, parfois, vous êtes redirigé directement vers une version de langue plutôt qu'une autre. Ça peut être aussi pareil parfois au niveau de la géolocalisation, ce genre de choses. Bref, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut prendre en considération, adapter votre ordinateur en conséquence pour se mettre dans les chaussures de l'utilisateur et voir en fait qu'est-ce que potentiellement, je vais dire n'importe quoi, mais tel utilisateur a vu. Okay, donc il y avait cette configuration-là, il était sur Android, il était sur un smartphone qui avait une résolution de 360 par 640 et il avait du coup était sur Chrome. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au final il ne fasse pas l'action que vous essayez de vous mettre à sa place?
Puis parfois, c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes sur le site. C'est là où vous appelez le webmaster. Voilà, il est 19h29. Je regarde vite fait s'il y a des questions dans le chat. Bah écoutez, je ne vois pas de questions. Peut-être que, je ne sais pas, Quentin, peut-être que vous souhaitez réagir ou peut-être qu'on peut ouvrir le débat s'il y a des questions ou si on n'a pas vraiment clôturé la formation. Dans tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup parce que votre dynamisme m'a permis du coup de le personnaliser par rapport à votre... Si Ronan, tu veux bien réactiver excuse-moi, la vidéo, comme ça, tout le monde pourra. Hop. Du coup, il fait nuit, ouais. Entre-temps. Par contre, c'est à toi de réactiver ma vidéo, en fait. Excuse-moi. Comme tu es l'animateur de la session. Donc, alors, du coup, je n'ai pas la main dessus. Je fasse un tag participant, panéliste, et il faut que je change role to attendee, make host, rename, put on hold, remove. D'accord. Alors, make host, je crois que c'est ça. Do you want to change the host to Pyrénées de Vallée? Affirmatif. Voilà. Hop là. Allez, parfait. Comme ça, c'est bon. Déjà, moi, je voudrais vous remercier, Ronan, pour cette intervention. Vous remercier d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. On s'est tutoyé tout le truc, mais là, je te vois. Excusez-moi. La fatigue, écoute. Non, mais voilà, c'était vraiment très intéressant. Et puis, moi, je trouve que c'est aussi intéressant de donner des solutions alternatives à Google, qui est un peu le géant qui capte tout, et de donner des solutions alternatives voilà, qui sont un peu plus respectueuses de nos utilisateurs. Il y a Jean-François qui pose une question. Si tu es intervenu sur P2V. En fait, nous, on a suivi avec Pyrénées de Vallée une session complémentaire, alors vraiment qui approfondit la technique, Jean-François. C'était 2 sessions de 3 heures, si je m'abuse. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, ouais c'était ça. Donc, 2 sessions de 3 heures, donc une formation vraiment pour rentrer dans la technique. On a pu mettre en place des petites choses sur le site de P2V. Donc, voilà, pour affiner notre analyse de notre trafic sur le site. Et donc, voilà, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a recontacté Ronan. Et voilà, n'hésitez pas surtout à envoyer directement un mail à l'office si vous voulez qu'on vous mette en contact avec Ronan. Ou Ronan, si peut-être tu as une adresse email à donner directement pour. Pas de souci. De toute façon, n'hésitez pas. Enfin, si vous tapez mon nom et prénom, c'est plus ça, on va dire, qui a de la valeur. J'ai une trentaine de sites, puisque l'un de mes anciens métiers, c'était quand même d'être référenceur. Donc, j'essaye de faire pas mal ce travail-là. Et puis, surtout aujourd'hui, j'essaie de créer un réseau au niveau mondial de différents partenaires sur Matomo. D'ailleurs, notamment en Espagne, j'essaye de monter quelque chose. Donc voilà, parce que ce qui me fait marrer, c'est d'arriver à battre Google. Donc ça me fait plaisir de travailler autour de cette problématique-là. Donc vous me retrouverez facilement, il n'y a pas de souci. Je suis plutôt réactif sous 24 heures. Je vous fais une réponse. Je ne suis pas là à essayer de vous vendre des trucs. Donc, je ne vais pas vous dire, bah non, mais pour répondre à cette question-là, ça va te coûter tant. Non, en parlant de vente, Jean-François te demandait ton tarif. Si tu veux communiquer dessus, évidemment. Non, je ne vais pas plus communiquer dessus dans le sens où voilà, ça peut faire peur si j'annonce mes tarifs. Donc, moi, je dis plutôt à chaque fois, c'est souvent parce que je travaille vraiment pour tout type de structure, que ce soit une très grande structure que plutôt des structures qui sont plus modestes. Donc, quand c'est sur des structures plus modestes, j'adapte mon tarif parce que je considère que le projet est beaucoup plus intéressant que le fait, au final, de courir après l'argent. Donc, je regarde, en fait, moi, surtout ce qui m'intéresse, les projets, on va dire, plus en termes de consulting, je les fais assez peu, en fait. Moi, je me décris plus comme quelqu'un qui est là pour diffuser des connaissances, partager et faire en sorte que derrière, les personnes soient maîtres de leur infrastructure et soient capables de s'auto-former, parce qu'en fait, le besoin que vous avez aujourd'hui, vous continuerez de l'avoir, en fait, progressivement. Et si vous faites tout le temps appel à des prestataires, vous risquez d'être tout le temps dans une dépendance. Et moi, je préfère, du coup, que vous montiez en compétences, quitte à qu'on le fasse ensemble, plutôt que de proposer mon accompagnement. Donc, pour vous donner une idée, je travaille actuellement avec quelqu'un qui justement fournit des soins, et je préfère du coup accompagner gratuitement cette personne-là, à hauteur du raisonnable, naturellement,
parce que je sais que voilà, généralement, moi, je suis à 200 € de l'heure. Pour vous donner une idée, en gros, c'est la partie consulting, puisque c'est ce que je fais avec les institutions européennes, c'est ce que je fais avec le domaine du public. Mais du coup, pour des acteurs qui sont beaucoup plus de taille beaucoup plus petite, là, je m'adapte. Donc, c'est vraiment plus par rapport au projet. On regarde ensemble qu'est-ce que vous souhaitez. Et par rapport à ça, en fait, moi, je vais vous dire, OK, voilà comment je vous conseille de procéder et quelle est la partie que vous ne voulez pas faire, quelle est la partie que vous dites, OK, là, je me sens capable de le faire. Je vais plutôt fonctionner comme ça. Donc là, si vous me dites, par exemple, Jean-François, que vous êtes intéressé pour qu'on voit des choses ensemble, vous me le dites. Je procéderai un petit peu de la même manière dont on l'a fait ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous intéresse de mesurer sur votre site. Je vous explique comment le déployer, voire même je le déploie pour vous. Et ensuite, on fonctionne souvent par étapes, c'est-à-dire je vous l'ai déployé, maintenant, est-ce que vraiment vous utilisez ces données-là? Et c'est par rapport à ça, en fait, qu'on va bosser, parce que tout le challenge est vraiment de faire en sorte que par rapport à ces données que vous collectez, vous preniez des décisions, vous améliorez votre site, et plutôt pas de vous dire, voilà un super devis, il y a 30 heures de travail, je mets en place une centrale nucléaire, et au final, on n'utilise pas tout ce qui est en place parce que c'est pas votre métier ou ça devient trop compliqué. Donc, je fonctionne beaucoup plus en mode petit projet, on va dire, et réalisation de la chose la plus importante. Et ensuite, on voit, je pense que l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec le site de Corinne, on a été un bon exemple. C'était vraiment de se dire, OK, d'abord, là, je vais mesurer ça, le numéro de téléphone, le clic sur le bouton. OK, maintenant, regardez ça tranquillement. Voyez quelles sont les personnes qui réagissent par rapport à ça. C'est ça votre audience qualifiée. Il vous en faut plus. Voilà d'où est-ce qu'il venait. Du coup, on va adapter les communications pour que du coup, vous en ayez plus. Voilà. Parfait. Bon, merci. Tu as un dernier mot à dire, peut-être, ou Je quelque vous chose à remercie ajouter? beaucoup parce que Ouais, moi, tout. je pense que vous êtes courageux Hmm. parce qu'il est 19h30, c'est de la vie de famille, c'est du temps humain que vous passez pour faire ces heures en plus, pour découvrir des choses, pour vous former, pour faire décoller vos activités. Et je pense que vous êtes sur la bonne longueur parce que il y en a beaucoup qui s'arrêtent là, en fait, moi, je sais que historiquement, je l'ai fait pendant près de 10 ans d'avoir cet effort. Maintenant, j'ai une petite, donc à 17h30, quand je vais la chercher chez la nounou, généralement, la vie s'arrête. Mais pendant 10 ans, je l'ai fait à aller creuser, à les pousser en plus, à venir rajouter ces trucs qui permettent de faire décoller mon activité. Aujourd'hui, je vis très, très bien de ce que je fais parce que j'ai fait cet effort-là. Et en effet, c'est ce qui se passe en faisant de l'après-heure, en fait, 18h, 19h30, voire même parfois bien plus tard, et il n'y a pas Tout de à fait. secret. Moi, je voudrais aussi remercier les participants parce que c'est vrai que vous avez été très, 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 très actifs. Voilà, c'est comme disait Ronan, après 18h, c'est pas forcément évident de se connecter à un webinaire, d'être au calme, etc., pour suivre, pour prendre des notes. Sachez que de toute façon, la conférence est enregistrée. Vous pourrez la retrouver de toute façon sous peu, on va dire, sur le site de Pyrénées de Vallée et certainement qu'on l'uploadera sur nos chaînes YouTube. Donc voilà, vous aurez tout le replay de l'intervention de Ronan en intégralité. Voilà. Merci beaucoup, j'apprends beaucoup, je suis en cours de professionnalisation. Merci de cette initiative de P2V, la qualité de l'intervenant de la part de Corinne. Merci en tout cas Corinne de s'être connectée au webinaire et voilà, d'avoir été actif. Merci beaucoup. Voilà, justement. C'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la vie de famille. Juste, Voilà. si je peux finir là-dessus, rendez-vous au prochain webinaire. Donc, c'est le jeudi 3 juin avec l'agence de com We Like Travel, donc, qui est spécialisée dans le tourisme à Nantes. Et donc, le thème, ce sera l'importance de l'image et de l'histoire en communication et quelle stratégie digitale adopter avec la destination. Donc, en tout cas, voilà, merci à vous. Et je vais finir le webinaire. Merci à vous.